À marge de la réunion du Conseil de paix américain tenue hier, le dossier du nucléaire iranien a été ouvert avec un nouvel ultimatum posé par Donald Trump. Pour en parler, nous sommes avec Emmanuel Dupuis, politologue, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Emmanuel Dupuis, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un Alors, plaisir. Donald Trump se donne 10 à 15 jours pour décider si un accord avec l'Iran est possible ou s'il recourra au contraire à la force contre Téhéran. Selon vous, de quoi Donald Trump est-il plus proche? D'un accord avec Téhéran ou d'un recours à la force dans un contexte où l'armée américaine intensifie son déploiement dans le Golfe? Écoutez, c'est un petit peu compliqué de le dire ainsi, car le président Donald Trump a été assez coutumier des retournements de situation. On peut dire que 90% de ce qui convient de placer en orbite, si je puis m'exprimer ainsi, autour de l'Iran pour frapper l'Iran est désormais réuni, donnant l'impression qu'on va davantage vers une solution militaire qu'une solution diplomatique. Le président américain s'est laissé des marges de manœuvre, une dizaine de jours. Il n'a pas fixé l'ultimatum. Il a dit qu'il pourrait y avoir une négociation entre le moment où il l'a évoqué, à l'occasion de cette réunion du Conseil de paix auquel vous faites mention, et la fin donc de cet ultimatum caché, ou au cours duquel le président américain maintenant dispose de toutes les capacités militaires requises pour une opération militaire de plus longue endurance que celle de juin dernier, qui avait duré 12 jours. C'est le plus gros déploiement militaire américain depuis la guerre d'Irak en 2003. Il y a désormais deux groupes aéronavals qui sillonnent les mers, enfin qui se frayent dans les eaux proches de l'Iran, que ce soit en mer d'Oman, en mer Rouge ou en mer Méditerranée. On parle de 200 appareils désormais, 13 bateaux de guerre, c'est-à-dire que les États-Unis plus Israël se configurent davantage vers une solution militaire qu'une solution pacifiée ou réglée potentiellement par la voie de la négociation. En tout cas, passé ce délai, cet ultimatum, Donald Trump prévient que de mauvaises choses pourraient se passer. Aujourd'hui, vous l'avez dit donc, les États-Unis disposent de moyens de pression conséquents contre Téhéran. Oui, c'est la plus grosse armada, comme je disais, mise en place depuis la guerre d'Irak. Deux porte-avions américains, 13 destroyers, à peu près 200 avions, plusieurs milliers de missiles, sans compter les forces militaires déployées dans le Golfe d'habitude. En fait, les 40 000 soldats américains qui sont déployés dans les bases le long de la côte méridionale du Golfe Persique, du Koweït jusqu'aux Émirats arabes unis, en englobant leur fort dispositif en Jordanie. Actuellement, la base aérienne d'Amman est de plus en plus militarisée. Et puis, signe qui conforte l'idée qu'il puisse y avoir des troupes, des moyens militaires ont été disposés en soutien logistique, en capacité de ravitaillement. Je pense notamment aux 12 avions ravitailleurs qui sont désormais stationnés sur l'aéroport de Sofia, ou encore la position américaine enjoignant la Grande-Bretagne de ne pas céder l'île de Chagos, précisément parce que s'y déploie et s'y trouve une base conjointement utilisée par les forces armées britanniques et américaines, la base de Diego Garcia, au cours duquel les bombardiers B-2 que vous voyez ici pourraient décoller pour frapper, comme ils l'ont fait le 12 juin dernier, mais seulement pendant 2 jours, les centaines de cibles désignées, d'ores et déjà désignées par l'état-major américain. Emmanuel Dupuis, dans ce contexte aujourd'hui, comment cet ultimatum est accueilli par Téhéran, notamment par le guide suprême iranien? Forcément mal, et forcément provoquant plusieurs attitudes. Une première attitude maximaliste que l'on peut concevoir ou que l'on peut déceler à travers la lecture de la lettre qu'a envoyée non pas le guide suprême, mais Massoud Pezeshkian, le président iranien, au Conseil de sécurité de l'ONU, en désignant ou en indiquant au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, que s'il y avait une frappe américaine, l'Iran se réservait le droit de frapper les pays dont elle estimerait qu'elles puissent être responsables des frappes, nommément les États-Unis, et si des bases britanniques sont utilisées, la Grande-Bretagne. L'autre attitude, qui est celle de nouveau de Massoud Pezeshkian, le président élu de l'Iran, qui évoque le fait que, nonobstant les manœuvres militaires que l'on évoquait entre la Chine, la Russie et l'Iran,
pour l'instant, ni la Russie ni la Chine n'ont montré leur volonté ostentatoire d'éventuellement participer à une riposte iranienne. On a plutôt le sentiment que et l'Iran et la Chine enjoignent, et la Russie et la Chine enjoindraient l'Iran à négocier au maximum pour gagner du temps, ou en tout cas pour retarder une échéance que les Américains désormais sont quasiment sûrs de vouloir mettre en application. Et aujourd'hui, que contient précisément l'accord que Washington veut imposer à Téhéran? Est-ce qu'il s'agit juste du nucléaire ou il y a également le programme balistique iranien qui est sur la table? En fait, il s'agit principalement de trois points et d'une certaine manière, la position américaine et la position d'ailleurs occidentale, que ce soit britannique, française et allemande, n'a pas changé. Premièrement, il s'agit d'éviter que l'Iran ne dispose d'une capacité militaire nucléaire avec un taux d'enrichissement qui n'est pas autorisé par l'accord de Vienne du 14 juillet 2015, c'est-à-dire que l'Iran n'a pas le droit d'enrichir son uranium au-delà des 3,67% que l'accord l'autorisait. On le sait désormais, l'Iran disposerait de 450 à 600 kilos d'uranium enrichi à plus de 60%, ce qui est déjà une saillie, ou en tout cas une anicroche à l'accord de Vienne d'il y a 11 ans. Mais les États-Unis veulent surtout éviter, et poussés en cela par la position maximaliste d'Israël, que l'Iran ne dispose d'une partie de cet uranium qui soit enrichi à 90%, ce qui lui permettrait de disposer de 8 à 10 têtes nucléaires, donc euh, fragilisant l'idée sur laquelle la communauté internationale veut, par tous les moyens, éviter que l'Iran se dote de l'arme nucléaire. Et puis après, il y a le programme balistique auquel vous faites référence. Désormais, malgré les frappes de 2024 et de 2025, les frappes conjointes d'Israël vers l'Iran et de l'Iran vers Israël, on sait que l'Iran dispose encore d'une capacité balistique. On sait même que suite à des déplacements de Ali Larjani, le secrétaire national à la sécurité iranienne, à Moscou, la Russie aurait fourni des missiles balistiques supplémentaires. Donc on estime que entre les chiffres sont très élastiques. Entre 2000, ce qui était le nombre de missiles balistiques dont disposait l'Iran avant les frappes de juin dernier, jusqu'à 4500 ou 5000, ce sont des chiffres qui sont donnés par les services de renseignement israéliens, l'Iran est réellement une menace balistique avec des missiles dont la portée frôle les 2000 km, c'est-à-dire pouvant frapper potentiellement tout le Moyen-Orient, toutes les bases américaines et occidentales dans cette même région et pouvant aller jusqu'à l'Autriche ou les Balkans occidentaux. Et puis le troisième point, et c'est un point important sur lequel l'Iran est peut-être la plus encline à négocier ou en tout cas à discuter, c'est le soutien au proxy, au séide, aux mouvements terroristes, le Hamas, le djihad islamique, le Hezbollah ou les Houthis, sur lesquels là, il y a une marge de négociation, une marge de discussion tout au moins. Alors, toujours dans ce contexte, il y a la Russie et la Chine qui appellent à la retenue, tandis que l'Europe et d'autres pays prient pour une solution diplomatique. Comment les autres pays du Moyen-Orient réagissent de leur côté à cette situation? Ils sont embêtés, car d'un côté, ils disent qu'ils ne veulent surtout pas que les moyens militaires américains ou israéliens puissent voler au-dessus de leur espace aérien. C'est le cas de l'Arabie saoudite, c'est le cas de l'Irak et même de la Syrie, mais en privé, ils ont déjà donné les garanties nécessaires pour que ces mêmes avions puissent utiliser et survoler leur espace aérien, ce qui les mettrait directement en porte-à-faux vis-à-vis de l'Iran. D'ailleurs, le guide suprême l'a dit, tout pays qui autoriserait le survol de son espace aérien ou même qui intercepterait des missiles balistiques en rétaliation d'une éventuelle frappe américano-israélienne serait considéré comme belligérant et donc pourrait être potentiellement frappé. Emmanuel Dupuis, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.